Bonjour à tous et à toutes. Je suis l'ancien directeur général de la SLRB. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour parler évidemment logement social, parce que je suis depuis tout petit entre guillemets tombé dans la marmite, et quand on est tombé dans la marmite du logement social, on ne sait plus la quitter. Je crois que vous serez tous atteints par cette maladie un peu plus tard, et je crois que c'est ça qui est très salvateur, c'est de se rendre utile et de travailler au bien-être des gens. Et aujourd'hui, je suis bénévole à l'ILO, donc je m'occupe du sans-abrisme d'une manière volontaire et engagée. Alors, au niveau de la SLRB, comme vous le savez peut-être, donc le but c'est vraiment de soutenir la population en difficulté. Maintenant, au fur et à mesure des époques, on a chaque fois rajouté des strates sur le logement social, en prenant le logement social comme l'outil à tout faire. C'est le canot suisse qui permet de résoudre la crise du logement, qui permet d'accompagner les personnes en difficulté. N'importe quoi. À la SLRB, un mot, un geste, on fait le reste. Ça ne fonctionne pas comme ça, vous vous rendez bien compte, c'est pas si simple que ça. Surtout quand on est dans une crise qui dure, et cette crise n'est pas actuelle, on peut remonter dans le temps, cette crise a toujours existé, et Hugo posait la question, pourquoi 7% seulement? Ben oui, pourquoi 7%? Alors il a parlé ce matin, à juste titre, de la plus-value que les ouvriers ou les employés apportent dans le système. Oui, il y a eu aussi le prix du sang. Et le prix du sang, c'est ce qu'a fait le logement social en Belgique. C'est 1919, la création de la SNL, Société nationale du logement, qui permettait justement de dire, puisque les enfants sont morts dans les tranchées, eh bien, on va leur donner des logements. Ça s'est passé en Angleterre aussi, et dans les autres pays qui ont connu le drame de la Première Guerre. On a fait rebelote après la Deuxième Guerre. Et on voit malheureusement que quelque part on s'essouffle dans tout ça. Une fois que la guerre est passée, et si on prend l'exemple anglais qui est peut-être le plus symptomatique, dès que la guerre est finie, on construit et puis directement il y a toute la classe supérieure qui dit qu'est-ce que c'est cette histoire? La guerre est terminée, donc il ne faut plus construire pour, entre guillemets, ceux qui sont morts dans les tranchées. Et c'est un peu ce qui se passe en Belgique aussi. Il y a les années 20 qui sont fastes, et puis on s'essouffle. Après 1945, hop, on y va, on reconstruit le pays, et puis on s'essouffle. Pourquoi on s'essouffle? Eh bien, parce qu'il y a une vision dominante, entre guillemets, du néolibéralisme. C'est ça qui empêche d'aller plus loin. Et si on prend l'exemple de Vienne, qui est toujours cité, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on a construit un maximum au niveau de Vienne dans les années 20 jusqu'à 1934. 34, pourquoi 34? Parce que c'est la révolution autrichienne. Dollfuss prend le pouvoir, il croit éviter évidemment l'Anschluss. Entre-temps, sur quelques années, sur 10 années, ils font plus de 60 000 logements. Mais ils ont aussi l'idée de dire le sol doit rester, entre guillemets, à la commune, enfin à la ville. Et ça, c'est important. Le socle appartient toujours à la ville, après, on peut toujours travailler plus loin. Et il suffit de voir sur Internet la cité Karl Marx, donc on appelle Karl Marx, eh bien à Vienne il y a la cité Karl Marx, c'est 1500, 1400 logements, c'est fait pour 5000 personnes, et pendant cette fameuse révolution autrichienne, eh bien, on a tiré au canon, parce que les socialistes s'étaient réfugiés dans cette cité. Mais elle est magnifique, quand vous allez voir les images, vous allez voir, c'est du solide, c'est évidemment très conséquent, mais avec une architecture néoclassique qui est importante. Chez nous, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, on a aussi des magnifiques cités qui ont été faites par les plus grands architectes, parce qu'il y avait cette volonté justement d'associer le monde de la construction avec le logement social. Et puis comme on a connu cet essoufflement, sur les dernières années où j'étais DG, c'est vrai qu'on a mis le tonus, et il y a encore 4500 logements qui vont sortir de terre ou qui sont en train d'être inaugurés. Donc c'est vrai, comme on l'a dit, après une période très... mais malheureusement, cette période, entre guillemets, d'embellie, va engendrer de nouveau toute une réaction de toujours la même classe, entre guillemets, pour dire « mais qu'est-ce que c'est que toutes ces constructions de logements sociaux? On ne va pas savoir payer, on ne va pas savoir avancer. » Et donc, on remet tout en cause. On dit carrément de nouveau, c'est la loi du marché qui doit primer. C'est les logements qui ne sont pas finançables et qui ne seront pas financés. Alors, des gens de mauvaise foi, comme M. de Clipel, va dire « mais il n'y a jamais eu de crédit budgétaire pour tout ça. » Ah non, bon. Madame Dupuis, vous avez vu sa photo,
déjà, à son époque, on avait prévu des crédits d'engagement pour 4 000 logements. 4 000. Puis, quand est arrivé Doul Kérédis, aussi, vous avez vu sa photo, rebolote, crédit d'engagement pour 4 000. Donc, tout ça a été inscrit dans l'histoire. Et puis, tout d'un coup, c'est l'amnésie totale, c'est le manque de transparence, la SLRB qui n'a pas conclu de convention. Pour chaque projet, il y avait une convention signée par des ministres. Donc, quelque part, la SLRB part en procès. Il faut s'imaginer une administration qui part en procès contre son actionnaire principal qu'est la région. Je n'ai jamais vu quand même. Hein. Le juge, évidemment, il dit, mais c'est quoi cette bande de rigolos qui arrive ici autour de la table? Il y a des conventions, il y a des crédits budgétaires, pourquoi ils ne sont pas payés? Oui, mais entre-temps, on avait perdu toute crédibilité par rapport à l'ensemble des banquiers et à l'ensemble des constructeurs, parce que la SLRB ne construit pas, évidemment. Donc c'était un gouffre qui s'est passé. Et moi, je donne toujours cet exemple que c'était comme le trésor des Templiers. On a toujours cherché après le trésor des Templiers, mais le trésor, ce n'était pas ce qu'il y avait dans la trésorerie, c'était la confiance qu'ils avaient de Jérusalem jusqu'à Bruxelles. Ça, c'était le trésor. Et on avait ce trésor en main. Moi, j'ai encore été chez Belfius, et chez Belfius, on m'accueillait comme quelqu'un de crédible. Évidemment, quand vous possédez 40 000 logements, un peu plus aujourd'hui, c'est quelque chose qui est sonnant et trébuchant. Donc vous pouvez construire des modèles, mais il faut la confiance. Or, la crédibilité des acteurs était perdue entre-temps. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir? Alors, pour moi, il y a quand même une sortie de crise que j'ai essayé de lire dans le nouveau budget qui a été présenté ici tout derrière moi, cette semaine-ci, par le nouveau ministre des Finances. Il y a quand même de l'espoir. Alors, on me dira, je suis un optimiste indécrottable. C'est vrai, je l'ai toujours été, et il n'y a que comme ça qu'on peut voir la sortie du tunnel. Donc, c'est vrai que la SLRB doit rester ce pilote au niveau du soutien des populations. On doit évidemment soutenir nos CISP. Il faut quand même se rendre compte que la SLRB, c'est 200 personnes. Les CISP, c'est 1000 personnes. Donc, on peut se demander que font tous ces gens-là. Mais quand on voit les tâches attribuées justement au niveau social, il n'y a pas une société privée qui pourrait répondre à tous ces enjeux. Parce que ce n'est pas uniquement mettre des briques et faire de la réno, c'est aussi s'occuper de la convivialité, de la capacité d'avoir la cohérence des gens et surtout, quelque part, de donner un avenir. L'ascenseur social doit fonctionner à plein par rapport à nos personnes. Alors on dira ça n'a pas fonctionné. Et ça, c'est toujours évidemment la vision de certains qui disent il faut de la rentabilité sociale. Bon. Ça existe, hein. Il y a des cours d'économie sociale qui permettent de faire des approches, mais je n'en suis pas tout à fait convaincu que ce soit la meilleure solution, parce qu'on sait que quand les gens souffrent, et aujourd'hui ils souffrent 2 fois plus, parce qu'ils sont, comme vous le savez, encore plus aujourd'hui que hier, victimes, et des doubles victimes, si pas des triples victimes par rapport à toutes les mesures qui sont prises. Et si vous n'avez pas un toit sur votre tête, comment pouvez-vous envisager l'évolution de vos enfants de manière positive. Donc, dans ce budget, il y a quand même des pistes, entre guillemets, c'est vrai, on l'a cité, c'est adapter le financement du logement social. Aujourd'hui, ce sont des crédits budgétaires qui remontent vers la SLRB, c'est facile, c'est complaisant, et ça permet de stabiliser le système, mais ça ne permet pas d'avoir de l'ambition. Or, si on veut continuer à construire, il faut une réforme, et ça passera, et c'est déjà le cas donc dans ce qui est proposé, qui sera voté au Parlement pour la fin du mois, 400 millions, c'est quand même pas rien, 400 millions, pour déconsolider. Ça veut dire qu'on prend ces 400 millions qui étaient dans le budget et on les met sur le côté. Quelle est la théorie derrière? Eh bien, ces 400 millions, c'est de l'investissement. Alors, pourquoi prendre un investissement de 400 millions la première année et de l'apporter dans un budget? Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune société privée qui ferait ça. Mais, sous les impulsions budgétaire de l'Europe, c'est une obligation. Ça n'a aucun sens, c'est du délire économique, mais de nouveau, derrière, c'est la volonté. Le pouvoir public ne peut pas investir. Ça, c'est la réalité. Ce sont les conceptions, on a parlé de différents économistes. Il y a un certain Friedrich Hayek, qui est un Autrichien, qui lui veut lutter contre la montée de l'extrême droite. Donc lui, il a des vœux, mais il dit pas de collectivisme, parce que ça entraîne la fin de la liberté. Pas de moralité, c'est la loi du marché qui doit primer. Et puis vous avez aussi Milton Friedman qui est connu, parce que ça sont les Golden Boys, et là c'est tout le contraire, c'est l'école de Chicago qui disait il faut mettre des dictateurs dans toute l'Amérique du Sud, ce qui a été fait. Et aujourd'hui, quand on entend Trump,
il ne fait que reprendre des thèses qui existent déjà. Alors aujourd'hui, donc, on voit qu'il y a quand même une volonté de trouver des solutions. Et moi, j'avais déjà aussi proposé d'avoir une plateforme financière qui permet de récolter non seulement l'argent de la région, mais aussi de d'autres contributeurs. Il n'y a pas de raison de fermer ce logement social dans une bulle. Si on veut gagner, il faut s'ouvrir. Et le privé est certainement prêt à collaborer. Alors, il faut aussi évaluer toutes les politiques du logement social. Moi, je représentais donc le logement social traditionnel, mais il faut aussi parler de l'allocation loyer. C'est quand même 11 000 per ménage. Il y a la socialisation, c'est environ 2500 ménages qui sont visés. Il y a les AIS, il y a les logements communaux, donc on sent bien qu'il y a toute une sphère, entre guillemets, qui existe, mais qui bien souvent travaille dans son coin. Et là, on doit trouver l'efficacité, on doit trouver la complémentarité, et il faut répondre surtout aux besoins de la population. À quoi bon un budget s'il ne sert pas à la population? Oh, c'est un petit peu ça que vous entendez, certainement au niveau de l'Arizona. On travaille, on ne sait pas trop bien pour qui, Bardewey le dit ouvertement, c'est pour le VOCA. Voilà, c'est résumé, c'est pour les grosses boîtes. On a aussi vu quelques images des grosses boîtes. Et puis la majorité de la population, elle assume au niveau de la plus-value donc, qui est là. Alors au niveau de l'ensemble de ces capacités, on voit que c'est quand même déjà pas mal, c'est beaucoup d'argent et on sent bien qu'il y a énormément de choses à faire. Donc les chantiers, on a demandé quelles sont un peu les pistes de solutions. Il est certain qu'il faut une réforme du calcul des loyers en région de Bruxelles-Capitale. Pourquoi ? Parce que le loyer, il est hyper compliqué. On peut se mettre ici à 10 autour de la table. Après 3 heures de discussion, vous n'aurez toujours pas compris. Donc, il y a quelque chose qui est totalement absurde, qui est historique. Donc, il faut un calcul de loyer plus simple, plus juste et solidaire surtout. Mais il faut se rendre compte, et dans l'étude d'Hugo, il me manquait quand même quelque chose. Donc aujourd'hui, la SLRB, mais c'est vrai pour tous les propriétaires, on est confronté aux normes. Et les normes, il y en a aussi autant qu'on veut. On a tartiné des normes sur des normes, des strates sur des strates. Oui, mais il faut les payer, ces normes. Et dans le calcul que vous avez pour un loyer, il y a bien sûr la gestion, il y a bien sûr l'entretien, mais il y a le paiement, entre guillemets, des rénaux. Parce que même si aussi au niveau de la SLRB, sur l'ancien parc, tout est amorti depuis belle lurette, il faut quand même payer les rénaux. Oui, mais avec toutes les nouvelles thèses, entre guillemets, moins de 60 000 euros, vous n'arrivez pas 60 000 euros sur un bien qui en vaut peut-être 300 000. Et donc, il faut le financer. Et là, il faut aller frapper à la porte d'une banque, ou bien il faut être une grosse multinationale. Et moi, un des risques que je vois, si on ne réforme pas l'ensemble du système, c'est que ce sont les grosses multinationales qui vont s'emparer de nos logements. Parce que le petit propriétaire, il ne va pas savoir tenir le coup. Mais les grosses boîtes vont sentir, évidemment, qu'à Bruxelles, si on fait un grand périmètre d'une communauté européenne, il y a moyen de ramasser du blé. Et là, on le montre aussi, bien sûr, sur les graphiques d'Hugo, c'est qu'au plus on est riche, plus on ramasse. Et là, il y a quelque chose d'injuste qui doit être réformé et qui doit être pris en compte par notre politique. Alors, il faut aussi parler de l'ARS. Donc, l'ARS, c'est peut-être pas quelque chose qui vous parle, mais qui est fondamental. Donc, c'est la différence entre le loyer réel et le loyer social. Donc là, il y a un gap, entre guillemets, qui doit être comblé. Et aujourd'hui, on payait 70% du déficit social. Mais 70%, c'était une ligne qui allait comme ça, parce que plus on construisait, mais plus, fatalement, il fallait intervenir pour différencier ce déficit. Or, le déficit, il est compréhensible. Si vous voyez la courbe des revenus réels, au niveau des revenus, au niveau plutôt des loyers, on est à 1400. Il y a un logement social, moyenne 350, 400. Il y a 1000 à compenser, alors on compensait 70%. Ça fait encore 700 euros, fois 40 000. Évidemment que le gouvernement est en difficulté. Donc il faut trouver un moyen toujours de rester social, mais de pouvoir
dynamiser le système pour qu'on puisse, entre guillemets, avoir aussi des calculs qui soient simples et transparents. Alors, j'ai parlé déjà de cette déconsolidation, parce que ça, c'est aussi un élément qui permettra déjà de ne plus entacher le gouvernement par rapport à son budget, de faire aussi un peu taire les critiques. Mais vous avez déjà vu dans les journaux, le monde libéral est monté au créneau. C'est de l'arnaque cette affaire de déconsolidation. Mais non, il n'y a aucune arnaque. Il n'y a aucun propriétaire privé, il n'y a aucune société privée qui mettrait la première année de son bilan, dans son budget, le montant total de son investissement. Vous allez mettre le montant que vous allez payer, entre guillemets, en termes de loyer bancaire, entre guillemets. Donc, il y avait une folie, mais je dis derrière, c'est une volonté d'interdire au pouvoir public de créer de la plus-value à long terme. Et ça, c'est un problème réel. Alors évidemment, il faut améliorer les performances au niveau du reporting. On le sait, le reporting est parfois trop compliqué. Ici, je vois Hugo, mais moi aussi, j'avais cette difficulté-là. On doit parfois aller rechercher en France, il faut parfois aller en Angleterre, il faut parfois reprendre des chiffres de 2024. On est en 2026, donc les crises se sont encore étagées. Donc on voit bien qu'on doit avoir aussi au niveau du reporting, de la transparence vis-à-vis, que ce soit d'un conseil d'administration, vis-à-vis des citoyens ou vis-à-vis d'un parlement, des outils qui soient performants à ce niveau-là. Alors on sait bien qu'au niveau du financement des logements sociaux, il y a énormément de choses. J'ai cité la performance énergétique, mais aussi la sécurisation, il y a le confort et il y a le vide locatif. On en a parlé, 4000 logements sont en vide locatif. C'est presque 10% du parc, c'est énorme. Alors, le politique ne veut jamais comprendre pourquoi ce chiffre ne bouge pas. Eh bien oui, parce qu'avec les normes, une fois qu'une vague est terminée, il y a une nouvelle vague qui arrive. Celui qui a un logement, qu'il soit en location ou en propriété, il sait bien qu'il faut remplacer des lampes, mais ici, ce n'est pas uniquement remplacer des lampes, c'est remplacer des toitures, c'est remplacer des enveloppes. Donc on est dans une toute autre dynamique de composants vétustes qui prennent de l'âge. Et cependant, dans le privé, on vit très bien dans ce genre de logement. Mais de nouveau, on a mis des normes qui sont ambitieuses et on a dit au niveau 2040, eh bien, les pouvoirs publics, 10 ans à l'avance sur le privé, devra réaliser les objectifs d'avoir 100 kWh par mètre carré par an. Pourquoi 10 ans plus tôt ? Et là arrive évidemment ma difficulté parce que les enjeux et les chantiers sont multiples. Alors j'essaie de citer. D'abord, il faut une étude globale au niveau des quartiers avec les communes. On a parlé des dames blanches. Moi, j'ai été devant des parterres de citoyens dames blanches. Je n'ai jamais vu une agressivité, mais je peux dire que, heureusement que la police était présente dans la salle. Quand j'ai été inauguré les premiers logements d'Ernotte, j'avais été avec Madame Dupuis, la population nous avait coincés avec des barrières nadar dans un coin. On a dû demander un renfort de police. Alors on parle parfois des manifestations des syndicalistes. Je me dis, dans certains quartiers, quand on parle de logements sociaux, c'est pire. C'est pire. Donc il faut dire à quel point parfois notre monde est ambigu et difficile à gérer. Donc il y a un impact social. Il y a aussi le problème des bâtiments classés. Vous connaissez peut-être la cité Logis Floréal, mais il y a aussi d'autres belles cités dans notre région. Ils sont classés, donc on ne fait pas ce qu'on veut. On discute et on rediscute et on discute encore. Et 10 ans plus tard, on ne sait toujours pas quel châssis il faut mettre. Et on discutera encore plus loin pour voir si la peinture de 2024 correspond à celle de 1924. Alléluia, on avance. Et le locataire, lui, il ramasse l'eau dans son logement. Donc il faudra aussi penser là. Alors il y a la réduction de surface. Donc ça, c'est évidemment un problème. C'est que nos logements sociaux traditionnels étaient énormes. On a souvent des superficies de 100, 110, 120 logements pour un logement de chambre. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le privé, de chambre, c'est 80, 90. Donc on a redescendu. Nous, on est resté ambitieux. Et si on veut se rendre compte de cette évolution qui n'est pas nouvelle, il y a près des Tourmactens une cité où on voit en fonction des époques, justement, les logements qui
qui bougent, entre guillemets, et aujourd'hui on a essayé justement de se les réapproprier, évidemment, en cassant les murs, parce qu'il n'y a parfois pas d'autres solutions si on veut héberger les grandes familles. Alors il faut des solutions techniques et reproductibles. Ça a été fait par exemple à la cité Bourgeois, à Berkem-Saint-Agathe. Déjà les gens en 1920 pensaient reproductible, béton, il y avait une vision. Aujourd'hui, quand on parle de ça, tous les architectes nous disent « Oh non, moi je connais mieux », enfin, beaucoup de discours blabla, mais qui empêchent aussi la réalisation rapide des logements. Alors, il y a les exigences à incendie, ça c'est à revoir aussi, pas qu'il faut, je ne suis pas pour, disons, qu'elles ne soient pas mises en place, mais elles doivent arriver au début du processus. Aujourd'hui, à Bruxelles, les pompiers arrivent comme les cavaliers d'Offenbach, quand tout est terminé. Ah oui, mais on veut ceci. Alors l'architecte dit, oui, vous voulez ceci, mais... non, c'est au départ. Alors évidemment, réponse des pompiers, on n'a pas le personnel. Eh oui, à Bruxelles, s'il y a un feu important, eh bien les gens sont cuits, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et ce n'est pas depuis hier qu'ils discutent d'avoir plus de personnel, ça remonte depuis la création de la région Bruxelles-Capitale. Alors la coordination des chantiers, quelque part avec les communes, j'en ai parlé, et puis la stabilité de trajectoire financière. Et je n'ai pas fini dans tous ces chantiers. Il y a encore les marchés publics à revoir, parce que là aussi on en a rajouté à tout. Il y a les permis d'urbanisme, quand il faut 5 ans pour un permis d'urbanisme, mais où vont ? Et puis il faudra avoir fini dans 10 ans. C'est quelque part un sérieux problème. Il y a le risque politique, mais ça vous en êtes tous convaincus, et puis il y a la crise pétrolière qui va encore venir s'ajouter. Ça en fait des crises et des éléments qu'il faut résoudre. Mais pour moi, ça n'est pas impossible. Donc le but, quelque part, et je vais terminer par ça, c'est qu'on a vécu vraiment une année horrible sans gouvernement, enfin plus d'1 an. Aujourd'hui, il y a quand même un budget qui permet de faire un réaccrochage avec une réelle volonté de stabiliser tout au moins, de s'assurer que le financement aussi de tous les projets sociaux sera fait. Ça, c'est aussi important. Toutes les personnes qui travaillent au niveau du logement social en termes social de terrain. Et puis, quelque part, d'impliquer le locataire dans tout ce processus. Et souvent, ça a été oublié. Or, je crois qu'il faut se réapproprier le locataire pour permettre justement une meilleure assise, une meilleure compréhension. On le fait avec le 101e %. Donc, les œuvres d'art. Et ça fonctionne. Et bien souvent, ces œuvres sont respectées après des années. On est déjà en train de les restaurer, non pas parce qu'elles ont été dégradées, mais parce que l'effet du temps a joué. Je prends l'exemple des goujons. On dira Goujon, Dieu s'est arrêté au Goujon, c'est possible, mais les fresques du soleil de la lune sont là depuis plus de 60 ans. On va aussi les rénover, mais elles n'ont pas été dégradées par les personnes habitantes. Et donc ça, c'est important à dire. Prenons les gens comme levier. Alors, ce n'est pas toujours facile, et c'est là où, justement, les associations de terrain, les travailleurs sociaux sont fondamentaux. Alors, je crois aussi qu'on ne sait pas travailler sans le privé. Je ne suis pas pour dire ici, il ne faut pas la loi du marché. Il faut une régulation, mais une régulation aussi qui comprend qu'on ne vit pas isolé dans son petit navire ou dans sa petite île. Il faut travailler avec tous les outils et mettre les gens de la construction, du monde des finances autour d'une table et faire une grand-messe, entre guillemets, pour essayer de trouver des solutions pérennes. Alors, nos habitants doivent être évidemment éco-responsables et ils le sont de plus en plus. Il ne faut pas croire, parce que j'entendais encore ce discours qui me faisait mal, oui, mais les locataires sociaux ne sont pas capables de... Mais s'ils sont très bien capables à la fois de réfléchir avec vous, de pouvoir trouver des solutions et d'avoir une vision d'avenir pour leurs enfants. On n'imagine pas le dynamisme de ces gens-là. Alors pas tout le monde, évidemment, mais la plupart des jeunes veulent travailler de manière intelligente, y compris au Peterboss, parce qu'on parle toujours de la Kalachnikov du Peterboss. Oui, on revend de la drogue au Peterboss depuis des décennies. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Peterboss ? Pas grand-chose entre nous. Tandis que maintenant, il y a quand même un projet de rénovation qui est en route. Les tours se font les unes derrière les autres, les écoles de devoirs, les lards apprivoisés, tout ce que vous voulez. Donc il y a vraiment pour la vision d'avenir quelque chose. Mais c'est vrai que c'est choquant d'avoir, et je connais la situation, là vous avez le revendeur de drogue et là vous avez l'école de devoirs. Ça c'est la réalité du Peterboss. Et la police vient de temps en temps
Non, il devra avoir un commissariat permanent. Donc on sent bien qu'on a abandonné le logement social pour mieux le critiquer, évidemment, parce que ça permet de dire, vous voyez, tout ce logement social, ce n'est qu'une bande de moins que rien, va du pied, et de gens qu'il faut éradiquer. Ah oui, et on les mettra où après? Aucune réponse, évidemment, de tout ce monde. Donc, quelque part, je vais aussi faire un plaidoyer pour l'administration. On a un rôle exemplaire parce qu'on connaît les quartiers, on connaît les situations, on connaît les besoins. Donc il y a une volonté vraiment de faire de ces pouvoirs publics qui sont là un fer de lance qui est apprécié. Parce que dans les beaux quartiers, on se fait éjecter. Mais moi, je peux vous dire que j'ai été dans beaucoup d'endroits pour faire des constructions neuves où on m'a applaudi, on m'a accueilli comme un roi. Ça fait parfois plaisir aussi que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire. Mais il faut leur expliquer. Il y a un devoir de dynamique au niveau de, d'une logique d'appréhension du problème et puis aussi de didactique par rapport à ce qui a été décidé. Alors, quelque part, on est là, et je crois qu'on partage tous la même idée, le droit au logement et le droit à la qualité de la vie. Merci à tous.